Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler du TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Je vais vous donner tous les critères qui permettent de définir si vous faites ou non partie de cette catégorie et surtout les solutions psychonutritionnelles que vous pouvez mettre en place si c'est le cas. D'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Shirley, psychonutritionniste. Et je vous propose sur cette chaîne des contenus psycho, nutrition, microbiote. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Pour finir avec les annonces, j'ai élaboré un petit contenu gratuit, les 4 piliers pour booster son système immunitaire qui se trouve dans la description. Le TDAH concerne environ 6% de la population des enfants et 3% de la population adulte. C'est-à-dire qu'un enfant sur 2 restera TDAH à l'âge adulte. Comme je vous l'expliquais à l'instant, ce trouble peut être seulement attentionnel, c'est le TDA, ou alors avec une hyperactivité, c'est le TDAH, ou alors avec une impulsivité, ou tout ça mélangé. Pour y voir plus clair, restez avec moi, je vais vous donner tous les critères. Autant c'est une particularité qui est bien diagnostiquée chez les enfants, mais assez sous-diagnostiquée à l'âge adulte. Il y a une errance dans le diagnostic qui est très longue, et cela peut aussi être confondu avec un trouble bipolaire, un trouble borderline ou alors des symptômes dépressifs. Mais que se passe-t-il exactement dans le cerveau des personnes TDAH? La majorité des différences vont se situer au niveau du cortex préfrontal et au niveau de la sécrétion de dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur, un messager chimique, celui de la motivation, de la création et de la concentration. Dans ce trouble, il va y avoir une variation très importante de sa production. De temps en temps, il va y en avoir beaucoup trop et parfois pas assez. La dopamine est aussi centrale dans le circuit de la récompense et du plaisir. Tout cela se passe dans la synapse, c'est-à-dire entre les neurones. On sait également que dans les cerveaux des personnes avec TDAH, on a une inflammation locale qui est plus importante, un stress oxydatif. Pour faire simple, ça veut dire que le cerveau est inflammé. Cela va provoquer une oxydation plus rapide et plus importante des oméga 3, qui sont les acides gras les plus représentés dans notre cerveau, ce qui va entretenir l'inflammation et donc le TDAH. Comme d'habitude, dans notre corps, les phénomènes s'auto-entretiennent. Cette tempête mentale se traduit par une surcharge de la mémoire de travail, c'est-à-dire des informations du présent. Les tâches du quotidien prennent toute la place et on a beaucoup de difficultés à prioriser. Au niveau du cerveau, ça amène à un phénomène apparenté au burn-out. Mais on va y revenir. Mais d'où vient ce trouble? Eh bien, il est génétique à 80%. Donc, si on a un ascendant qui a un TDA-TDAH, on a de grandes chances d'en souffrir nous aussi. Pour vous raconter ma petite histoire, c'est comme ça que j'ai découvert le mien. Mon fils a été diagnostiqué avec un TDAH. C'est l'école qui nous a demandé d'investiguer, puisqu'il était toujours à l'envers sur sa chaise. Et en suivant son diagnostic et en étudiant les critères, je me suis aperçue que j'avais le même type de fonctionnement. Donc si votre enfant a été diagnostiqué, essayez de vous appliquer à vous-même les critères, vous pourriez être surpris. Dans les autres causes, les 20% restants, il y aurait aussi la qualité et la diversité du microbiote, c'est-à-dire de nos bactéries intestinales. Il semblerait que dans le TDAH, certaines familles soient sous- ou surreprésentées. Et c'est elles qui sont à l'origine de la production de certains de nos neurotransmetteurs, ces fameux messagers chimiques du cerveau, dont la dopamine, la noradrénaline ou la sérotonine. Notre microbiote a donc une influence probante sur notre concentration, mais aussi sur notre état d'anxiété. Les toxiques environnementaux sont eux aussi impliqués dans la genèse, et notamment le plomb et les phtalates. Les phtalates, ce sont des dérivés du pétrole dont on se sert pour faire des plastiques souples, genre cellophane. Enfin, on sait qu'il y a une prévalence très forte entre les mamans qui ont souffert d'hypothyroïdie pendant la grossesse et l'apparition du TDAH chez l'enfant. L'hypothyroïdie pendant la grossesse est très fréquente parce que c'est une période de tempête hormonale et elle n'est pas toujours détectée. La plupart du temps, elle va arriver tout simplement par carence en iode. Bien entendu, pour en avoir le cœur net, on fait toujours un dosage avant de se supplémenter. Quels sont donc les symptômes, les critères de diagnostic? Pour ce qui concerne le déficit de l'attention, on va retrouver des difficultés à prêter attention aux détails. Aussi, une difficulté à soutenir son attention sur une activité, des jeux ou du travail, surtout quand ça commence à être un peu long.
sont des personnes qui semblent souvent ne pas écouter. On dit qu'elles sont dans la lune. C'est aussi avoir des difficultés à suivre les consignes ou à finir un travail ou un projet. Avoir du mal à organiser son travail. Éviter absolument les tâches qui demandent beaucoup d'efforts mental. Ce sont aussi des personnes qui perdent souvent les objets nécessaires à leur vie quotidienne ou à leurs activités, typiquement des clés, des lunettes, des stylos, ou qui se laissent facilement distraire par un stimulus extérieur sans importance. Genre une mouche passe. Si 6 ou plus de ces symptômes ont persisté pendant plus de 6 mois, vous avez probablement un trouble attentionnel. Pour ce qui concerne l'hyperactivité, les critères sont différents. On va retrouver là-dedans des personnes qui bougent souvent les mains ou les pieds, ou qui se tortillent sur leur siège, des enfants qui se lèvent souvent en classe, ou des adultes qui ont beaucoup de mal à rester assis lors d'une réunion par exemple, courir ou grimper partout dans les situations où ça n'est pas approprié, aussi avoir des difficultés à rester tranquille. Ça peut aussi être le cas à l'âge adulte. Chez moi par exemple, ça se matérialise par une sorte d'impossibilité à ne rien faire pendant trop longtemps. Il y a aussi là-dedans de la culpabilité qui peut se mettre. On a l'impression de perdre du temps, comme une pression mentale à faire des choses. Ce qui est bien sûr à long terme très fatigant et qui peut donc amener sur des épisodes d'épuisement profond, voire de burn-out, professionnel ou familial. Aussi, ils peuvent présenter un dysfonctionnement de la psychomotricité, c'est-à-dire être un peu gauche, être maladroit, ou ils peuvent agir comme s'ils étaient montés sur ressort. Enfin, les critères d'impulsivité, ce sont des personnes qui parlent souvent de manière excessive, donc soit fort, soit avec des gros mots. Ils ne peuvent pas attendre leur tour à l'école, dans des jeux. Ils vont avoir tendance à interrompre souvent les autres, à imposer leur présence. Le fait d'interrompre les autres, ça n'est pas par manque de politesse, mais c'est souvent parce que le cerveau du TDAH va très très vite et il a peur d'oublier ce qu'il veut dire. Donc il va y avoir comme une sorte d'urgence à dire le plus vite possible ce qu'il a dans la tête pour pouvoir passer à autre chose. Bien entendu, de l'extérieur, cela peut être jugé comme étant assez déplacé dans une conversation. Enfin, on retrouve la difficulté à gérer ses émotions. On va pouvoir retrouver là-dedans de l'impatience, de la colère ou encore de l'irritabilité. Bien entendu, à l'âge adulte, l'hyperactivité ou l'impulsivité vont être un peu tamisées par les normes sociales. Souvent au prix de beaucoup d'efforts pour la personne, ce qui va encore augmenter son niveau de charge mentale et de fatigue. D'ailleurs, la fatigue chronique fait complètement partie du tableau. Dans les troubles associés dont fait partie la fatigue, on va aussi retrouver les troubles du sommeil. 70 à 80% des adultes qui ont un TDAH déclarent avoir des troubles du sommeil. Il y a aussi les troubles du comportement alimentaire, les comportements addictifs en général, mais aussi les troubles anxieux ou de l'humeur. Ceci étant dit, quelles solutions sont efficaces? Dans la nutrition, on sait que certains groupes d'aliments vont avoir tendance à augmenter les symptômes du TDAH. Donc on va essayer de les éviter. C'est le cas du sucre et des index glycémiques élevés, catégorie très recherchée par les personnes TDAH, car cela provoque un shoot de plaisir. Le sucre stimule le circuit de la récompense. C'est aussi un excitant, et ça c'est bien connu. D'ailleurs, quand on donne beaucoup de sucre à des enfants ou quand ils vont à un anniversaire et qu'ils se gavent de bonbons, ils sont dans un état d'excitation incroyable. Et ces glucides raffinés participent aussi à la dysbiose, c'est-à-dire à la mauvaise santé de notre microbiote. Donc l'idée ici, elle est toute simple, il faut essayer d'éviter les aliments qui ont l'index glycémique le plus élevé, les produits sucrés évidemment, mais aussi les produits blancs, les produits raffinés qui sont à base de farine, de blé notamment. Ça va être le cas du pain, des pâtes, des pains en burger, du pain de mie. C'est aussi le cas des pommes de terre sous toutes leurs formes finalement, du riz blanc, sauf du riz basmati, qui a un index glycémique modéré. C'est le cas de tous les aliments soufflés type popcorn, cornflakes ou galettes de riz. Et enfin dans les alcools, la bière est un petit jackpot. Deuxième catégorie dont on sait qu'elle a une influence négative, ce sont les additifs alimentaires et particulièrement les colorants. D'ailleurs, sur les emballages, il est maintenant obligatoire de noter que ça peut avoir une influence sur le TDA. Vous verrez notamment cette mention sur les paquets de bonbons. Donc on essaye d'éviter les produits industriels, même si c'est pas possible tout le temps. On évite les E quelque chose et on achète les aliments dont la liste d'ingrédients est la plus simple possible. Les intolérances alimentaires peuvent elles aussi avoir une influence
négatives sur ce trouble. Elles sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne le croit, même quand on est enfant. Ça, évidemment, ça demande un petit peu d'investigation. Soit par éviction, on enlève la catégorie d'aliments que l'on soupçonne pendant une quinzaine de jours. Généralement, c'est suffisant pour voir un effet. Soit on peut faire pratiquer des tests sanguins, mais c'est pas donné. À l'inverse, certains micronutriments sont très bénéfiques pour diminuer les symptômes. C'est le cas du magnésium, dont on sait qu'il est manquant au niveau cellulaire chez les personnes TDAH. Il est d'ailleurs très déficitaire dans la population générale. C'est un minéral qui est surconsommé lorsque l'on est stressé chronique ou anxieux. Je vous conseille d'en faire des petites cures de temps en temps. Il existe aussi beaucoup d'études qui ont prouvé que la carence en zinc augmentait les symptômes. Pareil, il est très déficitaire et particulièrement chez les enfants. Dans les carences enfantines, on trouve aussi le fer, qui est le minéral principal du cerveau. On va retrouver cette carence aussi chez les femmes adultes en âge de procréer. Les vitamines du groupe B, B1, B9, B6, B12, qui sont des cofacteurs indispensables à la production des neurotransmetteurs, donc dopamine, sérotonine, GABA. La vitamine D, qui se trouve sous le niveau recommandé pour 80% de la population française. Et enfin les oméga 3, le gras principal qui constitue le cerveau, dont on a dit tout à l'heure que dans ce fonctionnement particulier, ils étaient suroxydés, surutilisés. Bien sûr, avant de se lancer dans des complémentations qui peuvent être chères, je vous conseille d'aller chercher pour en avoir le cœur net. Pour les adultes, vous pouvez faire réaliser un bilan sanguin classique. Seuls les oméga 3 sont un truc un peu particulier que vous ne pourrez faire doser que dans des laboratoires d'analyse nutritionnelle, type Barbier, les laboratoires réunis ou encore l'INS qui est en Belgique. Pour les enfants, ou pour ceux qui n'aiment pas les piqûres, il existe aussi une analyse urinaire qui s'appelle le Brain Screen, qui peut aussi être réalisée seulement dans ces labos spécialisés. On peut bien entendu trouver tous les micronutriments que l'on vient de citer dans notre alimentation, dans une certaine mesure. Si vos carences sont avérées, je vous conseille fortement de vous complémenter. Ce sera plus rapide et plus efficace sur les symptômes. Si vous ne savez pas trop vers quel produit vous tournez, je vous mets quelques liens dans la description. Pour finir sur la partie nutrition, une chose très simple à faire pour stimuler la production de dopamine, c'est de manger des protéines au petit déjeuner. C'est vraiment l'heure de la journée où la production de ce neurotransmetteur va être la plus importante. Vous pouvez par exemple manger des œufs sous forme d'omelette, mais aussi de bowl cake, de pancake. Vous pouvez, pour ceux qui ne sont pas végétariens, manger un peu de jambon ou de jambon de poulet, sachant que comme c'est de la charcuterie, il ne faut pas en abuser, c'est salé. Vous pouvez aussi consommer des noix, des graines type graines de courge, noix de cajou, noix de pécan, qui ont un pourcentage de protéines très intéressant. Consommer des protéines au petit-déj, c'est particulièrement important pour les enfants. Le fait de consommer ces protéines va énormément augmenter leur niveau de concentration pendant la matinée. A contrario, on n'a pas besoin de synthétiser de la dopamine le soir. Donc, au dîner, on peut très bien se passer de manger des protéines et rester sur quelque chose de plus végétal. Au niveau psychologique, comportemental, dirons-nous, on peut aussi mettre en place des stratégies pour mieux vivre notre quotidien. Sachez que pour les enfants qui sont diagnostiqués avec un TDAH, il existe dans les CHU des ateliers d'éducation thérapeutique qui peuvent les aider à s'organiser, à ne pas partir dans tous les sens ou à faire leurs devoirs de manière plus efficace. Cela n'existe pas pour les adultes. Moi, ce que je vous conseille, c'est de tout noter pour sortir de votre tête les idées ou les tâches. Donc pour ça, il faut toujours avoir de quoi noter avec soi. Sinon, ça reste dans l'arrière-boutique et on y pense, puis on oublie, puis on y repense et ça fait monter la pression. Aussi faire des listes exhaustives, c'est-à-dire qui comportent absolument tout ce que vous devez faire ou ce qu'il y a dans votre tête. Le fait qu'il y ait tout noté, ça permet aussi de barrer une fois que c'est fait. Ça, c'est satisfaisant, on a l'impression d'avancer. L'idéal, c'est que la liste comprenne 2 catégories ou 2 colonnes, avec d'un côté le perso et d'un côté le professionnel. Au quotidien, il est plus simple d'avoir une mini-liste avec juste les objectifs de la journée. Donc vous allez piocher dans votre liste centrale les 3 ou 4 objectifs, actions de votre journée. Si vous pouvez y ajouter des couleurs, c'est top parce que le cerveau des TDAH est très sensible aux informations visuelles.
Et peut-être des couleurs en fonction de la priorité. Rouge pour les choses qu'il faut faire absolument et très vite. Orange, vert, jaune, en fonction de ce que vous aurez défini. Malgré le fait de tout noter et d'avoir des listes, je vous conseille fortement d'éviter les piles de papier qui s'accumulent. Ça, c'est un truc à se perdre complètement et à oublier des choses qui se retrouvent en dessous de la pile. Essayez de tout centraliser dans un gros agenda papier, par exemple, ou alors de manière numérique pour ceux qui préfèrent, ou dans un gros cahier à spirale. Bref, ce qui vous convient le mieux, mais tout doit être au même endroit. Quand vous avez une tâche à faire, essayez de faire ce qu'on appelle un couloir de concentration. Pendant cet instant-là, ne vous autorisez aucune distraction. Donc, pas de téléphone, évidemment, puisque la moindre notification va attraper notre attention. Puis, ça va nous amener là. Et au final, on a complètement oublié ce qu'on était en train de faire au départ. Le cerveau peut se concentrer de cette manière très focus pendant environ une trentaine de minutes. Après, il faut faire une pause. Je sais bien à quel point c'est difficile de faire des pauses et c'est hyper salutaire. Même parfois, si c'est possible, là où on est, se donner le temps de s'étendre sur un canapé, un lit, quelques minutes, ça permet à nos glandes surrénales de se régénérer, on retrouve de l'énergie et on retrouve du coup de la capacité à se concentrer, plutôt que de tout le temps courir après un train. Dans les petits tips annexes, pour certains, il est utile d'avoir un bruit blanc, comme on dit, genre un bruit ventilateur ou un casque anti-bruit. Pour d'autres, ça va être utile de manipuler un objet, un stylo, des fidgets. Ça, c'est vraiment des objets destinés à la concentration. Et surtout, le conseil des conseils, c'est n'importe quoi. Ne pas procrastiner. La procrastination, contrairement à ce qu'on croit, ça n'est pas un truc de flemmard, c'est au contraire un truc de gens perfectionnistes. On procrastine par peur de ne pas être assez performant, de ne pas assez bien réussir. Mon conseil, c'est pour toutes les tâches qui prennent moins de 5 minutes, faites-les tout de suite, en mode automatique, sans même réfléchir. Vous verrez que ça va vous faire gagner un temps mental de dingue. Pour conclure, les personnes qui ont ce trouble ont beaucoup tendance à se dévaloriser parce qu'elles sont différentes des autres. Peu importe à quel point on est différent, tout c'est de se connaître et de s'aimer pour qui on est, avec nos forces et nos faiblesses. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite.